Bienvenue à cette émission Mon Ciné Balado. Cette semaine, on se promène entre Los Angeles et New York avec Come On, Come On. On va en France avec De Son Vivant et en Roumanie avec Bad Luck Banging or Looney Porn. Oui, c'est bien le titre d'un film. Mon nom est Patrick Marleau. Je suis en compagnie de mon collègue Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut Patrick. Donc, après des semaines assez fastes en termes d'offrandes de gros cinéma américain populaire, cette semaine, un peu plus tranquille, mais quand même des films assez audacieux, intéressants, qui vont plaire, je pense, à un public cinéphile assez averti. Exactement. C'est comme la pause avant le retour là, des grosses sorties et gros canons du temps des fêtes. Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvais produits ou des films inintéressants. Bien au contraire, c'est peut-être des petits diamants bruts là, qu'il va falloir nettoyer. On va les polir pour vous, pour bien vous les présenter. Parfait. Alors, en termes aussi de bande-annonce, d'actualité, c'est un peu plus tranquille, mais il y avait quand même que de petits trucs qui ont attiré notre attention. Si on va avec les actualités, si ça vous tente et que vous êtes très vite à l'ordinateur sur vos claviers, vous pouvez rester une nuit dans la maison, la fameuse maison de Home Alone de Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, est-ce que c'était un rêve d'enfance, toi? Toi, t'as vu le film, c'est vrai, t'étais un petit peu plus vieux déjà. Là, mais j'avais quand même vraiment bien aimé ça, honnêtement. J'avais vraiment ri, là, mais puis ça fait partie des classiques parce que j'ai des enfants, donc on l'a tellement réécouté. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, je trouvais que c'est une maison immense. Oui. Là. C'est sûr qu'ils sont comme 6, 7, 8 enfants, là, je sais plus exactement, mais ouais, j'avoue qu'il y a de quoi courir et faire des pièges dans ce domicile-là. C'est une belle maison qui existe donc pour le vrai à Chicago, parce qu'on sait que John Hughes, qui était le producteur cette fois-ci, mais aussi le réalisateur, a tourné pratiquement tous ses films dans la région de Chicago. Donc, les propriétaires mettent en disponibilité une nuitée le 12 décembre pour seulement la modique somme de 25 $. Donc, ça, je pense qu'il y a peut-être un stunt publicitaire derrière ça avec les studios Disney, là, on s'en cachera pas. Ouais, c'est avec Airbnb en plus. Ouais, puis, tout à fait. Ouais, c'est clair qu'à l'heure où on s'en parle, c'est déjà loué. Là. Ça va être mis en vente le 7 décembre. Ah, OK. Donc, chers auditeurs, vous avez encore la chance de tenter votre coup. Par contre, on spécifie bien qu'il faut se rendre à Chicago par nos propres moyens. Donc... Ouais, c'est ça qu'ils disent. C'est pas un concours, c'est non, vraiment... c'est ça. Mais 25$ pour la nuit, c'est pas si pire, sauf que... Ça serait un trip, honnêtement, de vivre ça. Moi, je l'aurais fait. Mais en même temps, c'est ça qu'on discutait, c'est que le film a été quand même tourné aussi dans des décors reconstitués pour certaines scènes, là, surtout qu'il brise quand même pas mal la maison dans le tournage. Fait que je sais pas à quel point elle serait identique au film. Puis en plus, le film a quoi, 25-30 ans? Là? Fait que ça se peut qu'il y ait eu des modifications dans cette grosse maison coloniale. Sur les photos que j'ai vues, c'est vraiment très fidèle au film. J'ai l'impression vraiment que les chefs décorateurs ont dû s'inspirer vraiment de l'intérieur. Enfin, ils ont tout simplement reproduit l'intérieur de la maison en décor, tout simplement. Sûrement, l'escalier, la salle à dîner, des choses comme ça. L'entrée de cave du sous-sol, peut-être pas. Peut-être pas, effectivement. Mais non, tu l'as bien dit. L'entrée, l'escalier, tout ça est là. On le voit sur les photos. Et puis même, on va être accueilli par le comédien qui jouait Buzz McAllister, donc le grand frère de... Mais c'est lui qui a continué Kevin. dans quelques-uns des films aussi. Ouais. Des fois, c'était vraiment lui. Des fois, c'est juste son nom de personnage, mais c'était pas le même comédien. Fait que... Alors, occasion en plus de rencontrer Buzz, ce comédien. Je ne sais pas s'il tourne encore, honnêtement, mais en tout cas. Je pense qu'il était dans la dernière dans le remake qu'ils ont faite, là, qui était catastrophique, là, mais il est là-dedans, le bon ami. OK, mais il doit jouer un autre rôle que... Non, il fait lui-même. OK. Puis il est rendu policier dans la ville. Puis... ouais, c'est ça. Là. C'est vraiment un stun de caméo pour ramener des McAllister puis essayer de garder la franchise en vie. Fait comme tu dis, l'idée que ça soit... que Disney soit peut-être en arrière de ça pour juste dans le temps des fêtes, on relance la franchise une nuit pour... Tu sais, c'est une grosse maison là, pour qu'il la fasse 25$. C'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main puis qui aime le buzz autour de... et l'aura autour de sa maison, peut-être. Là. Ça se peut que ce soit juste ça. Mais... Écoute, mais elle doit être tellement... À chaque jour, il doit y avoir des visiteurs qui passent par là puis prendre des photos. Là, dans le temps des fêtes, sûrement. Puis Chicago, c'est une grosse ville. Là. Je sais pas à quel point est loin ou proche, mais des fois, tu as des tours touristiques, comme de lieux de tournage puis d'endroits iconiques. C'est certain que c'est là-dedans, surtout au mois de décembre. Oui, c'est clair.
Sinon, annonce d'un projet, moi, qui a vraiment capté mon attention, que je trouve intéressant a priori. On verra le résultat final. C'est une nouvelle version de Dracula, mais du point de vue de son homme de main, R.M. Renfield, qui sera joué par Nicholas Hoult. Ouais, c'est ça. Et encore plus surprenant, c'est Dracula lui-même sera joué par le versatile Nicolas Cage. Et l'iconoclaste et toutes ces qualifications qu'on peut lui accorder. Ouais, c'est ça dépend comment il décide de jouer le personnage. Puis j'ai remarqué que d'ailleurs Nicolas Cage, ça fait quasiment 10 ans qu'il n'a pas été dans des gros blockbusters, là, à part les voix là, dans les Croods puis le Spider-Man animé. Là. Sinon, c'était plus des films indie ou action. Série B et là, Z de même. Ça. Mais ouais, j'ai hâte de voir. Puis ça, je pense que ça fait partie du Universal Monster. Comment il l'appelle? Dark Universe, c'est ça? Ouais, ben là, je sais plus si cette appellation demeure encore, mais effectivement, cette volonté de ramener sur écran leur monstre classique. Là. Sauf que cette fois-ci, quand même, ça va être dans une version contemporaine, donc on transpose l'action de nos jours. Donc, quand même intéressant de voir ça. Il y a Aquafina aussi qui joue dedans. La nouvelle coqueluche qu'on a vue récemment dans Shang-Chi. Puis moi, encore même, ce qui pousse mon intérêt, c'est que le réalisateur, c'est Chris McKay, qui avait réalisé le film de Lego Batman, co-réalisé le film de Lego. Donc, quand même, quelqu'un qui a un bon style d'humour, qui est capable de jouer différents degrés. Fait que j'ai hâte de voir comment va le traitement du film sera. Quel va être le ton du film à ce moment-là, effectivement. Et l'histoire est quand même de Robert Kirkman, qui est l'homme derrière The Walking Dead. Directement dans les bandes dessinées. Oui, mais je pense qu'il est impliqué aussi beaucoup dans la production de télé. Je pense que c'est un des producteurs. Puis scénariste, ça sera Ryan Redley, qui est un des scénaristes de Rick et Morty aussi. Fait que vraiment un drôle de mix. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un peu d'humour là-dedans quelque part. Je peux pas croire qu'ils vont mal utiliser ces talents-là, si on veut. Ouais. Puis je regardais autour, parce que je me souvenais plus de Renfield, justement, qui sera le titre du film. Puis dans la version de Coppola, de Bram Stoker, Dracula, c'était Tom Waits, ce personnage-là. Oui. C'est ça, l'espèce de bras droit qui rêve d'être vampire, fait qu'il aide les vampires. Là. Quand même un classique qu'on voit aussi des fois dans les films Blade et tout. Là. Qui est interné dans un asile. Donc, curieux de voir ça. C'est sûr qu'avec tous ces noms-là, ça risque d'être intéressant à voir. Ouais, avec là, on n'a aucune idée de quand ça sort, là. Souvent dans 2-3 ans. Ouais, ou en tout cas... J'imagine si le tournage commence bientôt. Ok, c'est ça. Je savais pas si c'était une annonce du tournage ou juste du casting. J'ai l'impression que le tournage devrait commencer dans les prochains mois. Tous les noms sont là, le projet a le feu vert, c'est sûr, rendu là. Mais en parlant de tournage, il y a Stéphane Lafleur au Québec qui est en tournage pour son prochain film, son 4e long-métrage, Viking. Écoute, que moi je trouve la prémisse vraiment, vraiment loufoque et intéressante et intrigante. Ouais, c'est ça. C'est même dur un peu à résumer rapidement, là, mais c'est qu'on est dans un peu un genre de futur proche où la société Viking qui recrute des volontaires pour collaborer à la première mission d'habiter sur Mars. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils forment une équipe B, qui sont comme tous les alter ego de l'équipe A, mais eux, ils vont être en huis clos sur la planète Terre. Puis c'est dans l'espoir de régler à distance les problèmes interpersonnels rencontrés par les 5 véritables astronautes, dans le fond, qui vont bientôt arriver sur la planète Mars. Fait que c'est comme ton espèce de placebo, d'équipe placebo. Tu dis, OK, si ça marche pas bien avec eux, comment on peut régler ça au niveau de la hiérarchie et autres? Fait que c'est vraiment idée intéressante. Ça va être une comédie dramatique. Fait qu'il tournait à Calgary en novembre. Fait que sûrement, là, j'imagine, un coin rocheux et autres pour faire des scènes spatiales. Puis là, le tournage s'est poursuivi à Montréal, probablement pour les scènes intérieures. On a-tu une idée du casting? J'ai vu passer les noms, mais honnêtement, c'était pas des noms que je connaissais. Et par contre, j'ai noté que la direction photo va être faite par Sarah Michara, qui fait elle en fait plusieurs, mais récemment, Les Oiseaux Ivres, qui était un très beau film. Alors, on peut s'attendre à beaucoup là-dessus. Puis Stéphane Lafleur, c'est ça, j'avais oublié, mais il s'est toujours démarqué à l'international avec ses films. Il avait commencé en 2007 avec Continental, un film sans fusil. Ensuite, ça a été En terrain connu. Puis le plus récent, en 2014, Tudor Nicole. Fait qu'il y en a là-dedans. Il me semble que c'est Tudor Nicole qui a été à la 15aine des réalisateurs à Cannes. Sinon, un des 2 autres, là, si je me trompe. Puis, j'ai bien hâte. C'est prévu pour automne 2022.
Puis Stéphane Lafleur, ben, quand il ne réalise pas, peut-être le savez-vous, il est souvent monteur au cinéma. Il a fait entre autres Monsieur Lazare, Le Démantèlement, puis La déesse des mouches à feu, qui avait remporté l'Iris du meilleur montage, si ma mémoire est bonne, avec ce film-là, pas plus tard que l'an dernier. Et il est aussi musicien, ce bon Stéphane, pour le groupe avec podcast. Il a tous les talents. Il a tous les talents, effectivement. Excellent. Ben, passons aux sorties. Une petite bande-annonce la semaine. Ah oui, c'est vrai, la bande-annonce. Ben oui, quand même. De films québécois, justement, c'est Confession de Luc Picard sur le plus grand tueur, pas tueur en série, mais tueur à gages, du Québec, Gérard Galland. C'est avec Luc Picard lui-même qui joue le rôle de Galland. Il y a aussi David Lahaye, Sandrine Bisson, Evelyne Gélina, Louise Portal, une belle brochette d'acteurs. Là, une grosse production québécoise. Ouais. C'est un film qui a été reporté, là, comme plusieurs, à cause de la pandémie. Finalement, va voir le jour en mars 2022, donc dans quelques mois. Moi, j'ai bien hâte de voir, honnêtement. J'adore ce genre de film-là. Je suis un grand fan. Goodfellas fait partie de mes films préférés. Donc, Mafia Inc. que j'avais bien aimé aussi. Donc, on peut faire un petit rapprochement. On a quand même, tu sais, je sais que dans l'histoire, il y a eu des justement, ça c'est du côté des motards, mais il y a aussi eu des mafias à Montréal puis au Québec. Fait qu'on dirait que ça transparaît dans notre cinéma, dans nos séries télé, comme Omerta, par exemple, qui était un film catastrophique, mais une très bonne série télé. Puis, comme tu mentionnais, Mafia Inc. il y a quelques années. Fait que non, c'est vraiment cette stylistique-là. Puis lui, c'est parce que c'est un personnage qui est très singulier. Là. Ben, si ma mémoire est bonne, il a écrit ses mémoires, justement, son livre. Ben, il est peut-être pas décédé, en fait. Là. Je dis ça je sais pas. Alors, on fera plus nos recherches au moment où le film sortira. Là. Mais on a une vibe un peu The Irishman, de justement son père de Scorsese, qui avait tourné 2 ans peut-être. Là. Justement, on avait les dessous d'un fameux tueur à gages américain, sa vie de famille, tout ça. Donc, c'est ça, puis c'est une vie voit ces deux côtés, très rangée, très, très petit. Puis c'est quelqu'un qui est bègue, et puis très en dedans. Là, il y a une séquence où il dit « Ah, j'ai l'air tranquille, mais ça bouillonne en dedans. » Fait que, le ton a l'air comme, c'est pas comique, là, mais assez sympathique, mais tu vois que ça vire dans la violence. Là. Il me semble qu'il a tué une 20aine de personnes quand même. Là. Il travaillait entre autres pour les Hells Angels. Puis David Lahaye, justement, a un rôle, en tout cas, dans la bande-annonce qui laisse présager qu'il un y a des peu bons moments travesti de rôle. Un peu, et tout. Il y a quelque chose de très singulier là-dedans. Fait que, non, je pense que ça va être une grosse sortie ce printemps. Confession. Je vous invite à aller voir la bande-annonce d'ici là. Très prometteur, effectivement. Et on attaquait les nouveautés, comme tu dis. Et d'entrée de jeu, on va faire notre mea culpa. La semaine dernière, on vous a annoncé qu'on parlerait de Benedetta, mais il a été repoussé par le distributeur d'1 semaine. Alors, la semaine prochaine, le 10 décembre, viendra le film de Paul Verhoeven. Fait qu'on vous en parle pas cette semaine. Soyez patients. Alors, cette semaine, on a Common ou L'instant même en français, du réalisateur Mike Mills, qui n'est pas un gros nom nécessairement, mais qui a quand même une petite feuille de route intéressante, qui avait une nomination aux Oscars pour son scénario de 20th Century Woman. Ouais. Donc, un petit drame intimiste, comédie dramatique aussi. Je pense qu'il y a des moments un peu drôles, avec Joaquin Phoenix, quand même un acteur assez qui choisit toujours bien ses projets. Oui. Alors, que raconte ce film? C'est Joaquin Phoenix, qui est un journaliste radiophonique, un métier quand même un peu plus inusité, plus rare si on veut, qui est un célibataire mélancolique et justement, il prépare une série d'émissions de radio sur l'attitude des enfants face à l'avenir. Et quand sa sœur, qui n'a pas vu depuis la mort de leur mère, doit s'absenter d'urgence, il propose de s'occuper de son fils de 8 ans. Fait que, évidemment, au départ, c'est un peu chaotique, puis... mais la relation entre le garçon et son oncle s'améliore au fil des voyages professionnels là, qu'il doit faire, comme tu as mentionné en introduction, qui vont à Los Angeles, à New York, en Nouvelle-Orléans. Fait que c'est un genre d'hybride entre un road movie puis un coming of age, là, un récit d'apprentissage. Fait que je sais pas si tu voulais ajouter... Non, on retrouve aussi au générique Gaby Hoffmann, qui joue la sœur de Joaquin Phoenix. C'est peut-être pas un nom qui vous dit quelque chose, mais à une époque, elle était une enfant vedette. C'était la jeune fille dans Sleepless in Seattle, dans Field of Dreams, donc fin des années 80, début 90. Là, c'était vraiment la petite fille cute qu'on allait chercher
pour des films de ce type-là. Et à un moment donné, elle a comme disparu, puis elle est réapparue dans les dernières années. Là, elle fait des trucs un peu plus pour la télé, mais toujours des projets un peu marginaux. Donc, c'est vraiment une excellente comédienne, honnêtement. Donc, je crois que c'est un choix intéressant. C'est judicieux parce que c'est un film qui met... oui, il y a Joaquin Phoenix, mais quasiment le personnage principal, c'est un enfant, un jeune garçon de 8 ans, Woody Norman, que je pensais que c'était son premier film, mais non, il a joué dans plusieurs séries télé déjà, quelques épisodes, puis des films un peu plus indépendants, mais disons c'est sa plus grosse production jusqu'à présent. Puis, il relève le défi haut la main, là, c'est certain. Là, il est très naturel dans son jeu. Fait que c'est un film qui est assez contemplatif dans le sens qu'il n'y a pas un grand rebondissement qui va arriver. C'est qu'on suit l'évolution de leur relation. On suit ces deux personnages-là c'est ça, qui apprennent à se connaître, qui gravitent. Il y a beaucoup de détails puis de minutie sur les petits détails qui font les relations humaines entre eux. Surtout que c'est pas père-fils, c'est oncle-neveu dans cette relation-là. Qui est intéressant comme angle. Et justement, évidemment, les frères et sœurs cachent pas un secret nécessairement, mais on apprend au fil du temps là, du récit de l'histoire là, qu'est-ce qui... un peu une source de tension entre les deux, là, reliée avec la mort de leur mère. Donc, c'est vraiment, comme on dit, un film à dialogue, un film à comédien. À noter la direction photo de Robbie Ryan, qui est exceptionnelle. C'est vraiment très, très beau. D'ailleurs, déjà des buzz qui va gagner des prix ou être en nomination pour des prix quand viendra la fin de l'année. Donc, c'est vraiment un film à ambiance qui est en noir et blanc. Oui, c'est ça. On ne l'a pas mentionné. Effectivement. Un peu comme Belfast, c'est peut-être la mode. Oui, comme un retour au noir et blanc, mais donc la direction photo est somptueuse. Puis c'est intéressant de voir le contraste de Los Angeles très éclairé et un New York très urbain. Donc, c'est vraiment une belle recherche artistique. Robbie Ryan, si je peux me permettre une petite envolée, c'est un Irlandais. Il a fait d'ailleurs beaucoup de films avec Ken Loach, comme I, Daniel Blake, puis Sorry We Missed You, là, pas mal ses derniers à Loach. Mais aussi, il est venu plus ici, il a fait Marriage Story et entre autres The Favorite, pour lequel il y avait eu une nomination aux Oscars en 2019. Puis il fait en fait beaucoup de films de A24. Ah ouais? Puis c'est un film des studios A24, puis j'en parle à l'occasion que c'est un studio qui me fait capoter. Là. Mais là, c'est ça, on n'est pas dans vibe horreur des Midsommar et comment ça s'appelait l'autre, j'allais dire? Le Phare, là. The Lighthouse, c'est ça. Là, on est vraiment très humain. En fait, Mike Mills, son premier film, son premier long-métrage, Beginners, travaillait plus abordait le côté paternel, si on veut, le rôle de père. C'est d'ailleurs parmi toute sa filmographie, le seul Oscar que le défunt Christopher Plummer a remporté, c'est pour ce film-là, en rôle de soutien. Il faisait le père de jeune Ewan McGregor. Là. Oui. De jeune, en tout cas, quarantenaire. Puis, son film suivant, dis-je, 28th Century Woman, là, c'était vraiment le rôle de la mère par rapport au point de vue de l'enfant. Puis là, ici, on est vraiment dans l'enfance... Et autant l'enfance pour un enfant, puis l'enfance pour un adulte, comment tu perçois ça, puis grandir, puis apprendre, puis chercher à se découvrir, tisser des liens. C'est vraiment un très beau film à ce jour. Puis pour Joaquin Phoenix, c'est un rôle plus doux que ce qu'on l'a vu récemment, là, avec, c'est sûr, le Joker, puis c'était quoi un autre film assez brutal, là? You Were Never Really Here, qui pétait des gueules avec des marteaux. Il est pas mal plus doux et aimant dans celui-ci. Donc, à voir pour ceux qui aiment ce genre de film-là, plus axé sur les performances, les dialogues, un film contemplatif avec, on le répète encore, une très belle direction photo. Dans un autre registre, plus sentimental, plus dur, ce genre de film-là, moi, c'est sûr que ça me vient me chercher, peut-être l'âge auquel je suis rendu. On fait face tranquillement à notre mortalité. De son vivant, un film d'Emmanuel Berco, qui parle de cancer, en fait, donc de décès, d'apprentissage, de vivre avec la maladie. Exactement, c'est ça. Emmanuel Berco, qui est aussi actrice, mais elle fait jamais les deux en même temps. Soit elle joue, soit elle réalise, fait qu'elle se concentre dans l'un ou l'autre. Le film met en scène Benoît Magimel, qu'on a vu dans Les Petits Mouchoirs à l'époque, et La Fille de Brest, d'ailleurs, qui est une des dernières réalisations d'Emmanuel Berco, sa précédente réalisation. Benoît Magimel, en fait,
comme si vous le voyez, vous allez le reconnaître. Là. C'est comme un acteur français un peu plus adulte, plus fin quarantaine, qu'on voit souvent, mais qu'on on ne retient pas son nom, mais on reconnaît sa gueule. Souvent, on pense à Jean Dujardin puis Gilles Lelouch, là, mais il y en a d'autres aussi. Et il y a aussi Catherine Deneuve et Cécile de France dans le film. Alors, comme tu mentionnais, oui, ça traite de cancer, mais ça traite surtout de l'appréhension de la mort plus que du cancer comme tel. C'est Benoît Magimel, qui est un professeur de théâtre qui est atteint d'une tumeur au pancréas. Puis, dans le fond, il va passer les derniers mois de sa vie dans le service de soins palliatifs d'un cancérologue parisien bienveillant, qui a une méthode un peu différente, là, sans être Patch Adams, mettons. Là. Pas, le film n'est pas nécessairement autour du cancérologue, du docteur, mais plus de comment le patient vit. Puis, en fait, le rôle du docteur dans le film, qui est joué par Gabriel Sarah, lui, c'est un vrai médecin, dans le fond. C'est quand même intéressant. Exact. Qui a vraiment... C'est un vrai cancérologue. C'est juste qu'il est à New York, normalement. Puis il a une méthode, lui, un peu différente de celle de la plupart de ses confrères et consoeurs, parce qu'il considère le malade comme un partenaire. Fait que, plutôt que juste... Ben, il y a ce petit côté Patch Adamesque, mettons, dans le récit et dans sa vie, finalement. Là. Fait que lui, il est plus du genre à partager, à tout dévoiler au patient, puis avoir le rôle d'un accompagnateur que d'essayer d'y cacher des informations, puis tout, comme il mentionnait, en fait, je le cite, il dit « Pour que ce partenariat marche, il faut qu'il y ait une sincérité, une honnêteté complète. On ne peut pas parler à son malade de la moitié de son diagnostic et le considérer comme son partenaire. » Fait que c'est vraiment ça qu'il y a dans le film, c'est un peu les 5 étapes là, qu'on dit d'acceptation et tout. Puis, Catherine Deneuve joue la mère de Benoît Magimel. Fait que on a aussi à bâtir avec leur relation entre eux. C'est une mère assez contrôlante d'un fils un peu plus vieux, peut-être, qui essaye de s'émanciper, de se chercher à travers de ça. Fait que, ils ont des choses à se pardonner puis à s'accepter dans ce trajet vers la mort. Cécile de France qui joue comme l'infirmière, un peu la bras droit du médecin. Fait que, ouais, c'est ça. On flirte avec le mélodrame, mais ça tombe pas là-dedans. C'est pas comme super criard, quétaine. C'est très humain, c'est très sensible comme mise en scène et comme réalisation. Et donc, tu mentionnais ce docteur Gabriel Sarah, donc qui est un docteur libanais. Et Emmanuel Berco, en faisant les recherches un peu sur son film, est tombé sur ce médecin-là qui parle français, qui reste à New York. Elle l'a rencontré et au fil de leur discussion, c'est là qu'elle lui a offert le rôle de jouer dans le film. C'est quand même assez inusité. Ouais, c'est ça. Mais il s'en sort très bien puisque finalement, il joue comme lui-même. Là, le nom du médecin est différent, mais il joue un médecin, il l'aborde de la même manière. Puis il mentionnait aussi en entrevue qu'il trouvait que les comédiens étaient tellement bons qu'il est considéré comme des malades, là, finalement. Là, il le ressentait à travers eux. Puis, parce que Magimel a vraiment une transformation physique, comme ces rôles-là l'exigent, évidemment. Là, de perte de poids et tout ça, de ressentir la maladie. Puis d'ailleurs, en parlant de... c'est pas une maladie exacte, mais le tournage avait été retardé parce que Catherine Deneuve a eu un AVC pendant le tournage. Oui, quand même. Fait que c'est pas à l'écran, là, mais ouais, c'est ça. C'est quand même drôle, tu filmes ça sur la mort, puis ça y a beaucoup de scènes quand même à l'hôpital, puis toi-même, t'as un infarctus, c'est quand même rock'n'roll, mais ça en est sorti. Puis, Et en plus, le confinement et tout ça, donc repousser le tournage de plusieurs mois. Alors, elle n'a pas eu facile, Emmanuel Berco, mais écoute, si vous voulez un film humain, touchant, qui va brasser des choses en vous... Il y a une similarité avec... Similarité? Je sais plus. Similitude, c'est ça, avec l'instant même, sur ça, le côté très humain. Mais là, il y a un peu plus de rebondissement dans ce film-ci. Puis, écoutez, c'est beaucoup de gens, on a tous vécu du cancer dans notre entourage, des décès précoces. Le personnage incarné par Magimel, il y a une quarantaine d'années, là, fait que c'est très jeune. Fait que c'est sûr que ça va vous rappeler quelque chose, mais je sais pas comment. C'est une tristesse des fois qui est important à vivre un peu. Fait que le film ne devrait pas être snobé pour ça. Là. Je pense qu'il est très bien fait. Il est très délicat, comme on disait. Et moi, c'est vraiment ma hantise, je dois le confesser, là, d'avoir ce genre de diagnostic-là où tu apprends que tu as 6 mois, 8 mois, 10 mois à vivre. Écoute, ça doit être terrible à gérer, savoir « je ne serai pas là l'an prochain, je ne serai pas là le prochain Noël » ou peu importe.
Ça me fait flipper en vieillissant, là. Mais ouais, je crie pas de toi, j'ai juste... Ben non, c'est correct. C'est ça pour tout le monde. Là, Ben oui, tout à fait. Mais, ouais, plus t'avances, plus tu regardes ce qu'il y a derrière un peu, puis tu fais, oh my God, je veux pas que ça finisse là. Fait que... Puis ce qui est insidieux, c'est que ce genre de maladie-là, on n'a pas de symptômes nécessairement d'avance. Des gens qui sont relativement en super bonne santé ou un petit problème, puis finalement, whoop. C'est ça, quand t'as les symptômes, il est trop tard. Ouais, c'est ça. Tu peux pas savoir. Là. Fait qu'en tout cas, on fera pas un débat sur le système médical. Non, ben c'est le lot de la maladie aussi, je veux dire. Oui, exact, c'est ça. C'est une loterie, puis il y en a qui sont chanceux et d'autres qui sont moins. Ben, c'est exactement, il se fait expliquer ça d'ailleurs dans le film à un moment donné, et quand, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pu changer, puis c'est tout, c'est juste bad luck. Là, va t'acheter un billet de loterie parce que c'est tout. Et parlant de luck et de chance, ouais. Allons-y avec... on a des bons segways. Bad Luck Banging or Looney Porn. J'adore le titre de ce film roumain. En français, je l'aime bien. Mauvaise baise ou porno barjo. Oui, tout à fait aussi. Donc, de Radu Jude, je ne sais pas trop comment nécessairement prononcer ce nom roumain. Réalisateur quand même iconoclaste, mais bien aimé de la Berlinale parce qu'il a gagné... plusieurs prix avec ses films précédents. Ben, notamment celui-là aussi, en fait. Aussi. Qui a gagné justement l'Ours d'or du meilleur film et il avait gagné meilleur réalisateur pour son film précédent en 2015. Alors, que raconte cette satire assez olé-olé, on doit dire? Oui, c'est... Emi, qui est une enseignante d'histoire dans une école privée de Bucarest, qui est la capitale de la Roumanie, se retrouve forcée de défendre sa moralité après le partage en ligne d'une vidéo la montrant en train de faire l'amour avec son mari. Bref, une sextape qui a leaké, comme on dit. On a déjà vu des comédies plus légères sur ce phénomène-là, si on veut, mais ici... on est dans la satire, puis on veut choquer, on veut provoquer. Le film, on vous prévient, il est visé 18 ans et plus, érotisme par la Régie du Québec. Donc, soyez avisés. Ouais, soyez avisés, là. c'est pas une sortie familiale ici. Non. Ben, c'est entre autres parce que la dite vidéo, on la voit pas mal intégralement. Là. Ben, c'est sûr, c'est simulé, là, mais c'est très explicite à ce moment-là. C'est, comme tu dis, Radu Jude veut vraiment choquer. C'est une critique sociale de la Roumanie, de comment un peu une espèce de retard intellectuel puis de mœurs qu'ils trouvent là-bas. C'est un film pas prétentieux du tout, mais très éclaté dans son style, mais c'est très comique en même temps. Ouais. C'est pas... dans les derniers films chocs, on a eu Titan au début du mois d'octobre. Mm-hmm. Puis c'est pas ça du tout, là. C'est pas la même chose. C'est plus léger, là, hormis la grosse présence sexuelle, mais dans le ton. Mais c'est un film très éclaté. Et c'est d'ailleurs le représentant de la Roumanie là, pour l'Oscar du meilleur film international. Fait que c'est un film de qualité, mais c'est un film de genre, là, si on peut y mettre le saut. Donc, oui, alors, si vous aimez ce genre de film-là, que je trouve intéressant parce que c'est d'actualité, on entend à chaque année des cas. Il y avait même eu, si on reste dans le domaine scolaire, près de nous ici à Québec, une secrétaire, des étudiants avaient trouvé des extraits d'elle dans des films pornographiques et tout ça. Donc, elle avait perdu son emploi suite à ça. Donc, c'est un phénomène évidemment présent à cause des réseaux sociaux, à cause d'Internet. Et on sent, j'ai un ami polonais, et on me dit vraiment dans ces pays d'Europe, comme vraiment une régression au terme de liberté ou de... On sent une certaine répression, un retour vers des valeurs très conservatrices. Alors, je pense que c'est pas un hasard que ce cinéaste-là veut dénoncer ou en tout cas cherche à shaker, à ébranler les mœurs de son pays. C'est ça. Ben, en fait, ce qu'il dénonce beaucoup, principalement, oui, il y a de la misogynie, de l'antisémitisme, des choses comme ça, mais c'est un manque... C'est l'ignorance, en fait, le manque de connaissances, puis c'est vraiment ça que le film défend le plus. C'est pas pour rien que c'est une enseignante, puis que c'est une femme, la protagoniste, la personnage principal, là, et c'est pour appuyer encore plus son point. C'est un film aussi qui a été tourné pendant la pandémie, fait que les gens ont des masques, fait que c'est encore plus contemporain puis actuel, si on veut, là. Ben, c'est sûr que maintenant, en tout cas, on commence à l'enlever tranquillement, mais eux, ils se promènent dans la rue, ils l'ont, etc. C'est assumé que c'est pendant la pandémie. Comme on mentionnait aussi, c'est que dans son espèce de quête, dans le fond, c'est à
faire... Elle se retrouve comme devant un genre de tribunal, si on veut, qui est probablement le genre de CA de l'école. Là. Fait que devant tous les parents, fait qu'elle essaie de gagner pour dire non, ça n'a pas rapport avec mon travail puis ce que je fais. Là, c'est juste... Puis c'était pas voulu que ça aille en ligne non plus. Là, ça s'est retrouvé là, puis... etc. Fait que non, il y a quelque chose de très intéressant dans ce film-là, mais non, c'est pas grand public, c'est certain. Mais si vous êtes pas trop choqué, ou comme moi, que vous aimez être choqué, en fait... vous aimez les malaises, ça. Oui, ça vaut la peine de voir ça. Puis hâtez-vous parce que, évidemment, c'est le genre de film qui reste pas très longtemps à c'est ça. Et l'affiche. si déjà vous y avez accès, là, on vous le souhaite, mais ou sinon, souvent, la plupart des cinémas... en région, des fois, des genres de ciné-clubs. Fait que c'est le genre de film que vous pouvez probablement faire la demande. Puis vu qu'il y a une reconnaissance à l'international, et encore plus si jamais, lorsqu'on connaîtra la courte liste, la longue liste et la courte liste les finalistes. des films étrangers, c'est ça, aux Oscars, ben là, ça va donner du push. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup ces temps-ci, là, et, pour les prochains mois, tous ces représentants-là internationaux, là, on va les voir tranquillement... tous ceux qui ont des distributeurs qui acquièrent les droits là, à ce moment-là, mais c'est vraiment là, cette période-ci de l'année, là, finalement, qu'on voit le meilleur du cinéma international à ce moment-là. Et sinon, sur les affiches, mais évidemment en sortie plus limitée, des films un peu plus pointus, il y a un documentaire sur Julia Child. Juste pour mettre dans le contexte, Julia Child, c'est évidemment une des figure de la cuisine américaine qu'on avait déjà vu incarnée au cinéma par Meryl Streep dans Julia et Julie il y a plusieurs années. Donc, quand même un sujet intéressant comme documentaire. Ouais, c'est ça. C'est elle qui a vraiment introduit la cuisine française et ses techniques au peuple américain. Dans les foyers américains. Exactement. C'est ça. Elle avait eu son grand livre, là, Mastering the Art of French Cooking. Puis ça l'a conduit à voir son émission de télé de French Chef là, pendant toutes les années 60, début 70 à la télévision. Fait que, documentaire qui retrace sa vie, sa carrière, sa personnalité. Par contre, je pense qu'il est juste disponible en version anglaise, fait qu'il doit pas être bien d'endroit, mais si vous êtes curieux, eh bien, sachez que ça existe. Et en parlant de films un peu nichés, il y a aussi le drame Wolf, qui met de Nathalie Biancheri, qui est avec, entre autres, George Mackay, qu'on avait vu dans le film 1917. Puis Lily Rose Depp aussi, dans le film. C'est aussi disponible seulement en anglais. Là. C'est un jeune homme qui est persuadé d'être un loup. Fait que c'est un adolescent qui est envoyé dans une institution médicale spécialisée, mais il y rencontre une jeune fille, Depp, qui se prend pour un félin. Fait que c'est une relation là-dessus. Fait que c'est un angle original sur un thème assez classique, là, qui est la difficulté d'assumer son identité à l'adolescence, surtout quand la société est comme hostile là, pour ceux qui sont différents et tout. Fait que de ce côté, mais c'est pas une grande distribution là, au sens juste en anglais, dans quelques cinémas. Fait que si vous êtes curieux et que vous aimez ce genre de film, c'est plus un drame, là, c'est vraiment pas une comédie à ce moment-là. Et honnêtement, Lily Rose Depp, elle est quand même très très bonne. Évidemment, c'est la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp. Donc, je pense qu'elle va prendre de plus en plus de galons pour l'instant. Oui, on l'a pas vu beaucoup. Elle joue dans des petits films plus indépendants. C'est ça, soit américain, ben ça, en fait, c'est du Royaume-Uni, Wolf. Des fois en France, puisqu'elle est au moins bilingue. Là. Je sais pas si elle parle d'autres langues en plus. Fait que, j'imagine qu'elle est à peu de temps d'être dans un grand rôle ou, disons, un grand film à ce moment-là. Elle est encore très jeune, d'ailleurs. Ben oui. Puis il y a aussi les Lions de Cannes qui reviennent, qui est la compilation des meilleures publicités du monde. Fait que c'est le plus grand prix international, si on veut, les Lions de Cannes. Ça n'a pas rapport avec le Festival de Cannes. Là. Ça se passe après, mais c'est à Cannes aussi. Fait que peut-être votre cinéma distribue et présente cette compilation. Toujours sympathique. Ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu, honnêtement, mais quand j'étais jeune, là, genre cégep, là, j'aimais vraiment ça. Regardez ça, je trouvais ça très créatif. Ben, c'est intéressant de voir le regard extérieur des autres pays sur la consommation. Oui, effectivement. Et je sais que la Norvège, je pense qu'ils ont des publicités souvent très avant-gardistes. Ça revient souvent, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Ça se partage souvent. Surtout dans le temps des fêtes, en plus. Donc, pour ceux qui veulent voir quelque chose de très différent, qui est souvent très comique aussi dans ces publicités-là. Oui, c'est ça. Des fois, le produit a comme pas rapport quasiment avec la publicité. T'as des deux genres. T'as autant le court-métrage full esthétique, liché, que le truc très comique, punché et autres. Mais c'est ça, moi, je me souviens que
peux me tromper, mais des fois, les pubs de voitures sont plus rares parce que souvent, c'est pas les plus créatives, moi, je trouve. Et c'est ceux qui prennent le plus de place quasiment. Et sur cette note, nous allons conclure ce balado. Oui. Alors, la semaine prochaine, on va vous parler, entre autres, certes, de Benedetta, mais aussi de West Side Story de Steven Spielberg, qui est vraiment un des aspirants à l'Oscar du meilleur film et probablement à d'autres prix. Toi, as-tu déjà vu l'original de 61? Je dois confesser que je ne l'ai pas encore vu, mais je vais sûrement tenter de le réécouter avant. Question de vouloir comparer. Mais moi, je suis très curieux de voir, écoute, première fois que Steven Spielberg tourne une comédie musicale, donc déjà là, c'est assez intriguant. Mais c'est effectivement, moi, même chose aussi, je vais faire mes devoirs d'ici la semaine prochaine, mais il a fait beaucoup de films de grande ampleur, fait que ça doit se gérer à peu près de la même manière, c'est juste que tes figurants sont encore plus importants, si on veut, figurants danseurs dans plusieurs scènes, mais la bande-annonce est très belle aussi, le film est encore dans les années 60, fait que... au niveau de la direction visuelle et tout. En tout cas, on vous en parle plus la semaine prochaine. Là. Ça a l'air un excellent film. Et sur ce, pour nous contacter, écrivez-nous au balado au singulier à commercial-monciné.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Alors, merci Patrick. Merci Jean-François et on vous souhaite à tout le monde un bon cinéma.